Je réservais nos billets surprises pour notre lune de miel à Paris quand les flics ont appelé. Ils m'ont dit que ma copine Émilie, qui devait devenir ma femme dans 2 semaines, était morte. Le verdict officiel était un suicide. Mais tout ce que j'entendais vraiment, c'était que la lumière de ma vie avait disparu pour toujours. Mon monde entier s'est effondré. Je suis resté cloué au lit pendant des mois. J'ai perdu mon boulot et je suis devenu tellement à la ramasse que ma mère a fini par s'installer chez moi pour surveiller la situation. Elle n'a pas accepté un non pour réponse et est restée jusqu'à ce que je réalise enfin qu'il fallait que je voie une thérapeute appelée Daisy chaque week-end. Les premières séances se sont bien passées. J'ai pris 3 boulots juste pour ne pas rester seul avec mes pensées. Mais au bout de 6 mois environ, Daisy m'a remis les pendules à l'heure. Elle a dit que j'étais devenu trop doué pour faire comme si je me remettais sans vraiment me soigner. Son conseil a été de quitter la ville et d'aller quelque part où je ne pourrais pas me distraire. Elle a fait glisser ce dépliant de randonnée sur la table. C'était pour une retraite d'un week-end dans le nord du Colorado, organisée par un groupe appelé Clear Path. Tout ça, c'était sur la reconnexion avec l'essentiel. C'était cher, mais Daisy disait que j'en avais besoin. Alors, j'ai payé la compte non remboursable pour ne pas me désister après. On s'est retrouvés à 6 sur un parking, au départ du sentier, un vendredi après-midi. Richard, notre guide, avait la quarantaine passée, parlait doucement et avait l'air de bien connaître les montagnes. Lors de l'intro, il a dit que le week-end était fait pour nous aider à affronter ce qu'on fuyait. Direct, la tête d'Émilie m'est revenue et j'ai failli retourner à ma voiture. Mais de toute façon, la compte était perdue, alors je suis resté. Le premier jour était plutôt tranquille. La rando, c'était facile et le groupe plutôt pas mal. Heureusement, personne n'essayait trop de devenir meilleur ami tout de suite. Il y avait une femme nommée Claire qui restait plutôt dans son coin, un couple de Fort Collins qui n'arrêtait pas de parler, et un gars nommé Brett qui se plaignait sans cesse de ses bottes pendant la première heure avant que Richard ne lui dise enfin de se taire. On a installé le camp près d'un ravin ce soir-là, et je me suis endormi presque aussitôt. Vers minuit, je me suis réveillé en entendant des sanglots étouffés quelque part dans les arbres. Je suis resté immobile 1 minute, m'assurant que c'était bien une personne avant de prendre ma lampe torche et de sortir de la tente. À environ 30 mètres du camp, Claire était là, seule dans l'obscurité, dos tourné. Elle portait encore ses vêtements de nuit sous sa veste. Et j'ai appelé doucement. « Ça va ?» Quand elle s'est retournée, son visage était pâle comme un cadavre et déformé par le dégoût. Richard m'a dit ce que tu as fait. Elle sanglotait. Je suis resté figé. Quoi? Sans un mot de plus, elle m'a dépassé en trombe pour retourner au camp, pendant que je restais planté là, tout seul avec ma lampe torche pointée vers la terre, à essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était rien. Peut-être qu'elle avait fait un cauchemar ou entendu une conversation et l'avait mal comprise. Quand je me suis enfin glissé dans mon sac de couchage, je m'étais presque convaincu que tout allait bien. Le lendemain matin, pourtant, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Dès que je m'approchais d'une conversation, elle s'arrêtait. Tout le monde me fixait comme si j'avais 2 têtes, et chaque fois que Richard croisait mon regard, il me lançait ce petit sourire étrange, comme si on partageait un secret. J'essayais de me dire que j'étais parano jusqu'à ce que je fouille dans mon sac à dos pour mon filtre à eau et trouve un papier plié qui n'y était pas avant. Je l'ai déplié. On sait pour Émilie. Mes mains ont tout de suite commencé à trembler. Personne ne pouvait savoir quoi que ce soit sur Émilie. J'étais sûr qu'on était les seuls là quand c'est arrivé. Émilie et moi, on s'éloignait depuis des semaines avant qu'elle ne meure. Elle avait récemment perdu son job et voulait repousser le mariage jusqu'à ce que ça se stabilise. Je voulais avancer avec nos plans quand même. Notre dernière dispute s'est déroulée sur un sentier de rando surplombant une crête à environ 40 minutes de son appart. Elle a essayé de s'éloigner de moi et je lui ai attrapé le bras. Quand elle s'est dégagée d'un coup, elle a perdu l'équilibre sur le gravier meuble près du bord. J'ai appelé le 911 et j'ai attendu les flics, mais j'ai menti. Je leur ai dit qu'on randonnait chacun de notre côté et que j'avais juste entendu la chute. Je n'ai jamais parlé de la dispute. Émilie respirait à peine quand ils l'ont sortie. L'enquête a duré 11 jours avant que les flics ne finissent par conclure à un suicide d'après ce qu'elle avait écrit dans ses journaux. Depuis, la culpabilité m'écrase
mais j'étais sûr que personne ne savait la vérité. Je n'ai pas dormi de la nuit. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu Richard chuchoter à quelqu'un dehors, devant ma tante. Il refuse toujours de l'admettre. Il a murmuré, même après tout ce temps. Sans réfléchir, j'ai bondi de mon sac de couchage, j'ai chopé mon sac à dos et ma lampe frontale, et j'ai foncé dans la forêt. Je me suis juste enfui. Le soleil se levait déjà quand j'ai émergé au bas du sentier. J'étais épuisé, et je tremblais de tous mes membres quand j'ai vu un poste de garde forestier et je me suis traîné à l'intérieur. La garde forestière était une dame d'une 50aine d'années. Elle m'a écouté attentivement pendant que je lui racontais tout. Quand j'ai terminé, elle a tapé quelque chose sur son ordi. « Il n'y a pas de permis pour une retraite ClearPath ce week-end. » Je lui ai dit qu'elle devait se tromper. Elle a vérifié à nouveau, toujours rien. « Bon, si vous étiez seul là-bas, avec qui parliez-vous exactement ?» dit-elle prudemment. Je lui ai immédiatement dit que je n'étais pas seul. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste, en ai sorti la note et la lui ai tendue. Je l'ai regardée la déplier de mes propres yeux. Puis, elle a relevé les yeux vers moi. « Monsieur, le papier est vierge. » Elle s'est assise doucement. Ma tête a commencé à bourdonner. J'ai complètement craqué, hurlant que je ne mentais pas. La garde forestière a appelé le 911. J'ai été admis dans un service psychiatrique plus tard dans la journée. Une fois que le médicament a commencé à agir, toute l'expérience ClearPath a commencé à se dissoudre. La culpabilité avait enfin brisé quelque chose en moi. Finalement, j'ai avoué tout sur la dispute avec Emily et le mensonge que j'avais raconté à la police. Mais comme la décision officielle concernant sa mort reste un suicide, il n'y aurait jamais de procès pour moi. À la place, ils m'ont admis en thérapie intensive. Maintenant, j'apprends à vivre avec la réalité de ce qui s'est passé. Parce qu'au final, c'est mon propre esprit qui est devenu le jury. Ruth et moi, on est mariés depuis 6 ans. Et je mentirais si je disais que les 2 dernières années n'avaient pas été un peu dures. Pas comme si notre mariage n'allait pas bien, mais plutôt comme 2 navires qui se croisent la nuit. Elle s'occupe de la stratégie de marque dans une agence de taille moyenne à Charlotte et elle a été promue directrice à peu près au moment où j'ai quitté mon job en entreprise pour lancer ma boîte de logiciels logistiques. Du coup, on se retrouvait à bosser 80 heures par semaine et la plupart de nos vraies conversations se passaient autour d'un plat à emporter froid à 10 heures du soir. Alors, quand un projet qu'elle gérait depuis 8 mois s'est terminé plus tôt que prévu un jeudi et qu'elle m'a appelé pendant le déjeuner pour me dire qu'elle avait un long week-end de libre, j'ai fermé mon ordi et je lui ai dit de commencer à faire ses valises. On est descendu dans l'ouest de la Caroline du Nord le soir même et on a trouvé un motel dans une petite ville qui s'appelle Brevard. Ce soir-là, on a partagé un vrai dîner ensemble pour la première fois depuis probablement 3 mois. C'était en fait son idée, la randonnée. Il y avait une carte du sentier dans le hall du motel, avec un itinéraire entouré au stylo et une note manuscrite collée à côté qui disait « Ça en vaut la peine ». Aucun de nous n'était des randonneurs sérieux, mais on avait les bottes et le temps, alors on s'est dit « Pourquoi pas ?» On a pris le sentier tôt samedi matin. Les premières heures étaient exactement ce dont on avait besoin. L'air semblait pur et, pour une fois, nos téléphones étaient éteints. Quelques heures plus tard, Ruth s'est arrêtée et a dit qu'on avait raté le panneau du sentier qu'on était censé voir au moins 20 minutes plus tôt. Aucun de nous n'avait réalisé qu'on était allé aussi loin. « C'est pas grave, le soleil est encore levé, on peut facilement retrouver le chemin », je lui ai dit en reprenant ma marche. Environ 1 heure après, j'ai remarqué que tout était devenu complètement silencieux. Les oiseaux avaient cessé de chanter, même le vent ne soufflait plus dans les arbres. Ruth m'a instinctivement attrapé la main et a ralenti. « Ethan ?» Elle a pointé du doigt en tremblant. J'ai suivi son regard et j'ai aperçu une silhouette debout entre les arbres à environ 9 mètres devant nous. Au début, j'ai cru que c'était un autre randonneur qui s'était arrêté pour vérifier son téléphone ou regarder quelque chose. Puis, la femme s'est avancée un peu plus dans le champ de vision et je l'ai vraiment vue. Mon sang n'a fait qu'un tour. Elle était pieds nus, vêtue d'une fine blouse d'hôpital vert pâle. Tout le devant était taché de terre et de ce qui ressemblait à du sang séché. Un bracelet en plastique d'hôpital pendait encore à son poignet gauche. Puis, j'ai remarqué son cou. Une rangée de poings courait le long du côté, peut-être 3 pouces de long.
La peau autour d'eux semblait meurtrie et enflée, comme si la blessure avait été recousue récemment. Il m'a fallu une seconde pour trouver ma voix. Je l'ai appelée, lui demandant si elle allait bien et si elle avait besoin d'aide. Elle jeta d'abord un regard à Ruth, puis ses yeux se posèrent sur moi, puis elle sourit. « Tu devrais venir avec moi. Je veux te montrer quelque chose. » Ruth s'est immédiatement placée devant moi. Reculez. Le sourire de la femme s'élargit. Puis elle a commencé à applaudir et à rire toute seule, comme une folle. Entre deux éclats de rire, elle a lentement levé une main et montré un arbre tordu et noueux sur notre gauche. Quand j'aurai fini de prendre ton mari, pends-toi à cet arbre. Ruth s'est raidie à côté de moi. J'en ai eu froid dans le dos. On a fait demi-tour et redescendu le sentier aussi vite qu'on pouvait, sans vraiment courir. Derrière nous, on pouvait entendre ses pieds nus effleurer les feuilles. Elle nous suivait, fredonnant doucement une sorte de mélodie pour enfants. Toutes les quelques secondes, elle disait mon nom et m'implorait d'arrêter et de venir avec elle. Je dois vraiment te le montrer. Viens avec moi. Au début, sa voix restait calme et presque douce. Mais plus on avançait, plus elle commençait à se fissurer et à se déformer jusqu'à paraître furieuse et désespérée en même temps. Puis, elle s'est élancée. Elle m'a attrapé par derrière et a enroulé ses bras autour de ma poitrine. Sa prise était incroyablement serrée. Même si je fais 1m65 et qu'elle était pieds nus avec des points de suture frais au cou, elle m'a traîné de côté hors du sentier comme si je ne pesais rien. Ruth criait à côté de moi et je hurlais en griffant les bras de la femme, désespérée de me dégager, mais je n'y arrivais pas. Mes bottes glissaient impuissantes dans la terre. Elle m'a presque traîné au-delà de la lisière des arbres quand j'ai entendu un grand craquement. Ses bras se sont relâchés instantanément et elle s'est écroulée comme une pierre. Ruth avait attrapé une branche tombée au sol et l'avait fracassée contre le côté de la tête de la femme. Nous avons couru le reste du chemin jusqu'à la voiture sans nous arrêter. Ruth a appelé le 911 depuis le parking pendant que j'étais assis sur le siège passager, les mains tremblantes, essayant de me rappeler comment respirer. Nous nous répétions qu'elle était probablement une patiente psychiatrique évadée qui s'était égarée sur le sentier, car c'était la seule explication qui tenait la route. Les policiers ont fouillé cette section du sentier plus tard dans la nuit. Ils ont fouillé toute la zone, même autour de cet arbre tordu qu'elle avait désigné. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'était la blouse d'hôpital qui gisait par terre, là où elle était tombée. Elle était complètement imbibée de sang. Ils n'ont trouvé aucune trace de la femme elle-même. Pas d'empreinte, pas de piste qui s'éloignait. Le bracelet était toujours au sol à côté de la blouse. Quand ils ont vérifié l'identité, elle correspondait à celle d'un patient qui avait été renvoyé d'un établissement à environ 90 miles à l'ouest quelques jours plus tôt. On ne savait pas où elle était maintenant. Depuis, je m'interroge sans cesse sur ce qu'elle était vraiment, mais en vérité, je ne sais vraiment pas. La vie a fini par reprendre son cours habituel de réunions interminables et de plats à emporter tard la nuit. Mais de temps en temps, au beau milieu de la nuit, ou quand on essaye de planifier une nouvelle escapade, le souvenir de cette femme nous revient et nous ramène toujours aux mêmes questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Qui était-elle vraiment? Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment? Et qu'est-ce qu'elle tenait tant à me montrer, bon sang? Pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'ai géré des dossiers d'assurance depuis un cubicule beige au 3e étage du bureau régional de Liberty Mutual à Scranton, à trier des papiers pour des gens que je n'avais jamais rencontrés. C'était aussi épuisant que ça en a l'air. Les sentiers des Appalaches ont toujours été ma façon de tout remettre à plat. Ce n'était pas vraiment un passe-temps ou une affaire de fitness, juste la seule méthode fiable que j'avais trouvée pour apaiser mon esprit après la fac et l'arrivée dans le monde de l'entreprise. Il y a environ 3 ans, j'ai découvert un sentier au fond des montagnes de Virginie occidentale, dont je n'avais même jamais entendu parler. Je suis tombé dessus sur un forum de rando où un type disait que c'était à peine entretenu, mais que chaque pas en valait la peine. Il n'a pas mis de photos, mais les commentaires étaient pleins de gens qui parlaient de l'isolement et du fait que c'était au milieu de nulle part. Je devais absolument y aller. Alors dès que j'ai eu un week-end de 3 jours, j'ai fait mes affaires, dit au revoir à ma copine, et j'y suis allé direct en voiture.
À première vue, le chemin de terre paraissait normal, comme tous les autres qui traversent la forêt. Mais au bout d'environ 1 heure, je suis arrivé dans une clairière qui m'a stoppé net. Un campement avait été complètement saccagé. 2 tentes étaient éventrées, comme si quelqu'un avait déchiré des sacs en papier. Le tissu pendait en longues lanières. Les sacs suspendus avaient été traînés dans la boue et éparpillés partout. Quelqu'un avait même démonté le foyer, projetant des charbons ardents à travers la clairière et laissant des traces de brûlures noires en toile d'araignée sur le sol. Près d'une des tentes, un énorme canard gisait dans la boue, la tête coupée. Son sang avait éclaboussé la toile en un grand jet. J'avais la bouche sèche. Je suis resté planté là une bonne minute, à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Est-ce que ça pourrait être une attaque d'ours? Je me murmurais. Les campeurs ont sûrement tout laissé sur place et se sont enfuis. Je continuais à me répéter ça dans ma tête, jusqu'à ce que je sois assez calmé pour repartir. Cet endroit me semblait profondément malaisant, mais bizarrement, ça coupait tout le bruit dans ma tête. Le soleil avait déjà commencé à prendre une teinte orange profond et je savais qu'il ne me restait qu'environ 1h30 avant que l'obscurité n'engloutisse complètement le sentier. Puis, je l'ai vu. Une douce lueur jaune, suspendue à peut-être une dizaine de mètres du sentier, entre les arbres. Ça ne se déplaçait pas comme une lampe de poche. Elle restait parfaitement immobile. Au début, j'ai d'abord pensé que quelqu'un avait accroché une lanterne à une branche. Peut-être qu'elle appartenait aux gens du campement abandonné, ou c'était peut-être une sorte de repère laissé par un garde forestier. Mon cerveau n'arrêtait pas de me trouver ce genre d'excuses pendant que je quittais le sentier et marchais vers elle. À mesure que je m'approchais, les oiseaux ont soudainement jailli des arbres tous en même temps, en hurlant et en se dispersant dans le ciel comme si quelque chose les avait effrayés. Je me suis arrêté et j'ai balayé du regard la lisière des arbres, mais je n'ai rien vu bouger, alors j'ai continué. Environ 5 minutes plus tard, j'ai entendu des bruissements dans les feuilles à ma gauche, parfaitement calés sur le rythme de mes pas. J'ai ralenti. Le son a ralenti aussi. J'ai essayé de me persuader que ce n'était qu'un cerf, mais ma peau frissonnait et mon cœur s'emballait. Finalement, je suis arrivé sous la lumière et j'ai levé les yeux vers sa source. C'était une petite ampoule à incandescence reliée à une batterie de voiture posée au pied de l'arbre, se balançant légèrement dans la brise. Autour de moi, toute la forêt était devenue silencieuse. Puis, un coup sec. Quelque chose a traversé mon bras gauche juste sous l'épaule. Pendant 1 seconde de confusion, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Puis, la douleur a frappé. Une douleur insupportable et aveuglante a explosé dans mon bras, comme si quelqu'un essayait de me l'arracher. Je suis tombé la tête la première dans la terre, hurlant et me tortillant de douleur. Un rire tonitruant a éclaté quelque part au-dessus de moi. Je me suis retourné et j'ai levé les yeux. Un homme était perché sur une grosse branche d'arbre, à peut-être 15 pieds au-dessus de moi. Ses cheveux étaient en bataille et sa barbe pendait si bas qu'elle effleurait l'écorce sous lui. Une jambe pendait paresseusement, tandis qu'une arbalète reposait sur son genou. Il éclata de rire, se tapant la cuisse, comme s'il venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. Dès qu'il a commencé à descendre, je me suis forcé à me relever et j'ai couru. Mon bras gauche pendait inutilement à mon côté. Le carreau était encore logé à l'intérieur et chaque mouvement envoyait des vagues de douleur dans tout mon corps. Mais j'ai quand même couru. Derrière moi, je l'entendais traverser les bois en riant tout le long. Un autre carreau a fendu l'air près de ma tête, manquant mon oreille de quelques centimètres avant de s'écraser contre un tronc d'arbre devant moi. J'ai accéléré le pas, traversant l'obscurité à l'aveugle. Des branches fouettaient mon visage, des racines ont accroché mes bottes et ont failli me faire tomber de tout mon long. Je voyais à peine où je mettais les pieds, mais il était proche. Je le sentais derrière moi. Mes poumons brûlaient. Puis, soudain, les arbres se sont éclaircis sous mes pieds et j'ai senti du gravier au lieu de la terre. Un pick-up arrivait sur la route. Je me suis pratiquement jeté dans les phares, agitant mon bon bras comme un dingue jusqu'à ce que le camion s'arrête en crissant. Le fermier au volant a vu l'état de mon bras et m'a conduit directement à l'hôpital du comté. Il m'a même laissé utiliser son téléphone pour appeler le 911 en chemin. Les médecins ont dû retirer le boulon pendant l'opération. J'ai maintenant 2 petites cicatrices à l'avant et à l'arrière de mon épaule gauche comme souvenir permanent de mon imprudence et de ma stupidité. La police a fouillé cette section du sentier plus tard. Ils ont trouvé le campement détruit, la batterie de voiture et l'ampoule suspendue.
Mais l'homme et son arbalète étaient partis depuis longtemps. Je n'ai plus remis les pieds en Virginie occidentale depuis, et je ne fais plus jamais de randonnée seule. Certaines nuits, assis sous ces lumières bourdonnantes de mon cubicule, je me surprends à penser que ce genre de vie n'est peut-être pas si mal après tout. Mais surtout, je pense à cette lumière jaune qui se balançait entre les arbres, à quel point elle semblait chaleureuse et accueillante, et que cela aurait dû être un piège évident.